La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonsoir Irène. Bonsoir Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Ben merci. Petit rituel, je demande toujours aux invités de se présenter de la façon qui leur convient. D'accord. Donc, je t'en prie. Bon bah écoute, moi c'est pas très long. Je m'appelle Adéchoubou Irène. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Adéchoubou Kabiratou. Pourquoi ? Parce que j'ai un père musulman, j'ai une maman chrétienne, et donc dans leur coutume, il fallait un prénom musulman, qui est Kabiratou, et mon prénom chrétien est Irène. Et comme j'ai été élevée dans l'éducation chrétienne, je m'appelle Irène, donc ceux qui me connaissent m'appellent Irène, et quand on m'appelle Kabiratou, je sais qu'on ne me connaît pas. Voilà. J'adore. Voilà. Figure-toi, je me suis toujours demandé d'où venait ton deuxième prénom. Voilà. J'ai ma réponse. Donc, en fait, c'est mon premier prénom. C'est ton premier ? Oui, mon premier prénom officiel est Kabiratou. Ok. C'est pour ça que je sais que si on ne me connaît pas, on t'appelle par ce premier. Irène est mon deuxième prénom qui ne figure pas. Et donc, si on m'appelle Irène, c'est qu'on me connaît. Voilà. D'accord. Voilà. Eh ben, j'apprends toujours des choses dans ce podcast. Voilà. Et donc, qui est Irène ? Irène est une jeune femme, en tout cas, je me considère encore jeune, de 38 ans maintenant, née en Belgique, dans une grande fratrie. On est 6, donc j'ai 4 sœurs et un frère, dont le seul garçon est jumeau avec une fille. Donc, voilà, pas de chance. C'était pas de chance. Et donc, voilà, donc comme je le disais, j'ai mon papa qui est béninois, j'ai ma maman qui est congolaise de Kinshasa. Voilà, ils se sont rencontrés en Belgique. Donc, je suis née ici, élevée ici, éduquée en français, puisque mes parents ne parlaient pas la même langue. Oui. Et donc, j'ai connu très tard ma culture africaine. Ok. Voilà. Okay. Donc, mes parents sont venus ici dans les années 1970. Ah ouais. Oui, donc il faut se battre pour les enfants. Donc, ils sont venus dans la génération qui cherchait trop à s'intégrer. Oui. Donc, malheureusement, c'est pour ça que j'ai connu une culture africaine assez tard. Donc, je fais partie des Afropéens. Yeah. Puisque nous sommes toujours, en tout cas pour beaucoup de ma génération qui sommes nés ici, définis comme des Afropéens. Oui. Puisque nous avons la couleur noire, mais la culture africaine. Et donc, vulgairement, appelés des Bounty. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi le nom poli de Bounty, c'était Afropéen. Écoute, et donc, quand on voulait faire genre, on disait Afropéen. Et quand on était entre nous, qu'on parlait un peu argot, on disait, voilà, Bounty. Donc, on était souvent qualifiés de Bounty. C'est un mot que tu connaissais déjà de ta jeunesse, Afropéen. Oui, puisque c'est comme ça qu'on se définit en termes polis. Et en termes, entre guillemets, populaires, c'est Bounty. Je te promets que je connaissais très bien Bounty et que j'ai jamais fait le lien. Ouais, voilà. Donc, moi, l'afropéenne,
C'est l'équivalent poli de Bounty. Oui. Donc, voilà. Bah, écoute, c'était ma question suivante. C'est, est-ce que tu connais le terme afro-payen? Bah, tu me dis très bien oui. Est-ce que tu te sens afro-payenne? Tu te En définis? vieillissant, moins. Oui. En vieillissant, moins. Parce que, en Comment fait, on va dire que jeune, j'ai toujours été entourée de blancs. Mm-hmm. Donc, comme je t'expliquais, notre maman tenait à ce qu'on soit dans les meilleures écoles malgré que mes parents n'avaient pas grand-chose. Ma maman était femme de ménage et mon papa était chauffeur. Pas qu'il n'ait pas étudié, mais que malheureusement, en arrivant en Belgique, il n'y avait pas d'équivalent. Oui. Donc, il faut travailler, il faut nourrir sa famille et on prend ce qu'il y a. Donc, il tenait à ce qu'on ait une bonne éducation. Donc, on a été dans une bonne école. Mais bon, dans cette bonne école, on est entouré de gens qui ont de l'argent. Et vous en avez pas trop. Donc, vous êtes un peu les gens qui font pitié. Oui. Et donc, voilà. Jusqu'à ma 6e secondaire, j'ai toujours été la seule noire dans ma classe. Donc, ce qui veut dire que je n'avais pas vraiment d'image de noir, de représentation. Voilà, de représentation. Donc, quelque part, on se comporte comme une blanche, mais... Et puis, nos camarades aussi oublient notre couleur, puisqu'on grandit. Mais malheureusement, quand on sort de ce cadre, on se souvient que, ah oui, tout compte fait, on a la peau noire. Et donc... Et qu'est-ce qui te ramène à ça? Quand on sort du cadre des camarades de l'école, il y a des petites remarques, des choses comme ça. Ouais, retourne là d'où tu viens, nanani, nana. Et donc, à 15 ans, j'ai eu une crise identitaire. Et j'ai dit à ma maman, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars en Afrique. Ok. Et donc, c'est comme ça que je suis partie pour la première fois à Kinshasa. Et que j'ai voulu apprendre le lingala. Et donc, voilà, j'ai appris le lingala à 15 ans. C'est dingue, ça. Voilà, en 1 mois et demi de vacances, déterminé. Je te tire mon chapeau. Voilà. J'ai essayé plus tard de faire le Bénin, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, donc voilà. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de connaître l'Afrique avec mes parents. J'ai toujours été en Afrique sans mes parents. Oui. Donc, voilà. Ok. Et donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi je me sens de moins en moins afro-péenne. Mais oui, ça m'intéresse vraiment. Parce que, en fait, j'ai connu le racisme très tard. On sentait des petites remarques, mais je disais toujours des gens qui avaient le racisme... ouais, c'est parce qu'ils ne s'intègrent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler des 2 langues, c'est parce qu'ils ne veulent pas, voilà. Donc, dans ma présentation, j'ai oublié de dire le métier que je fais, mais je suis dentiste, je suis ta collègue, c'est comme ça que on se connaît. Donc, avec un certain métier, avec une certaine intégration, on se sent belge. Mais malheureusement, j'ai eu... un accident à mes 29 ans, juste à la veille de mes 30 ans, où j'ai vraiment connu le racisme. Mais vraiment, ce que les gens me décrivaient, que je ne connaissais pas. Et à partir de là, je suis devenue pire que les gens qui détestent les Blancs. C'est vrai, tu as basculé. Oui, j'ai basculé dans un radicalisme incroyable. Tu es devenue une afrocentriste. Au point que je voulais même plus voir mes amis blancs. Wow. Vous comprenez rien. Voilà. Et puis, avec les années, en tout cas, quand j'ai réussi à rattraper les choses dans ma vie. Cet accident a eu de grandes conséquences sur le cours de ma vie. Mais dès que j'ai pu rattraper des choses, j'ai commencé à redevenir tolérante. Surtout le fait d'avoir retrouvé la foi, des choses comme ça. Donc, voilà. Maintenant, j'aime tout le monde. Et je me considère plutôt, pas africaine, mais plutôt citoyenne du monde. Ok. Voilà, parce que donc, on retourne en Afrique, ni européenne, on est blanche, on est ici en Europe, on est noir, alors que voilà. Alors, tu sais, comme je te disais, moi, mes parents sont venus dans les années 1970, donc on est 3 générations ici. Et je suis la seule de ma famille qui a fait la démarche de connaître l'Afrique.
Donc, mes frères et sœurs n'ont jamais été en Afrique. Ils ne connaissent pas leur langue. Ils ont des enfants qui sont noirs. Ouais. Et quand on demande à ces enfants qui ont aujourd'hui 16 ans, 19 ans, 14 ans, oui, d'où tu viens? Je suis belge, alors qu'on est bilingue. Et qu'ils doivent remonter jusqu'aux grands-parents pour dire leurs origines. Ça... vaut mieux se sentir citoyen du monde. Okay. Sachant que j'ai un neveu qui a des origines turques, qui a des origines congolaises, qui a des origines bénines. Donc, t'imagines que lui, tout ce qu'il doit dire jusqu'aux grands-parents pour expliquer pourquoi il est... j'aime pas utiliser le mot de couleur, mais voilà. Donc, oui, je vois d'où est la complexité pour toi. Ouais, et alors moi, ça me... Voilà. Parce que là... Comme mes neveux ont déjà un certain âge, ils sont en âge de pouvoir maintenant aussi avoir des enfants. T'imagines qu'on serait jusqu'à la 4e génération où on nous dit, allez, mes arrière-grands-parents, voilà. Donc, c'est ça que l'intégration, je veux bien, mais tant qu'on a cette couleur de peau, il faut toujours se justifier et c'est épuisant. Et pourtant, je trouve qu'on est même plus intégrés que des Belges parce que tu sais, je travaillais dans un service où c'est moi qu'on appelait pour faire des traductions en néerlandais. Alors qu'ils étaient des vrais Belges. Ouais. Et ces Belges me disaient, en Wallonie, mais pourquoi on devrait parler néerlandais? Attendez, nous, on nous demande de nous intégrer et de montrer qu'on parle les deux langues. Et vous qui êtes des vrais Belges... Ah bah, eux, ils n'ont rien à prouver. Voilà, ils n'ont rien à prouver. C'est toi qui dois toujours prouver, sans jamais te plaindre. Quelle qu'en soit la génération, quelles qu'en soient les études que tu as fait, quel qu'en soit le niveau... On en revient toujours au même point, voilà. La couleur de peau. Voilà. Comment tu as reçu l'invitation quand je t'ai proposé de participer au podcast? Eh bien, écoute, avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Parce que j'avais pas la même définition que certains de tes autres invités. Et puis, c'est vrai qu'en discutant avec toi, je me rends compte que chacun a son vécu et que donc, par rapport à ça, chacun peut apporter sa définition afropéenne. Surtout qu'il y en a qui découvrent. Et parfois qui... Bon, il y en a qui ont le réflexe d'aller voir dans le Decode, de regarder un peu sur Internet. Et il y en a qui... Mais tu sais que pour moi, afropéenne, ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Pour moi, c'était une chose inventée par nous quand on était... Enfin, quand on était plus jeune, je veux dire ma génération, quelque chose qui était inventé pour faire style... voilà, il y avait afro-américain... Donc, afropéen, tu vois. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui avait été pour faire tendance, tu vois. Ouais. Mais si tu me dis que c'est un mot qui existe... Mais ça a une très longue histoire. Je t'ai raconté avec Leonara Miano, qui est une écrivaine franco-camerounaise, qui a en fait redonné ses lettres de noblesse à un mot qui en fait était inventé à la base pour les musiciens. Mais oui, ça a une longue histoire et c'est un mot qui est vraiment chargé de connotations très politiques, très socio-culturelles aussi. Mais oui, après chacun se l'approprie, un peu comme il l'entend. Alors, tu as déjà commencé à nous aiguiller, mais j'aime bien que les gens racontent un peu leur enfance, qu'ils racontent un peu leur vie, leur parcours. Qu'est-ce qui les a menés à ce qu'ils sont aujourd'hui? Bon, je dis les gens, mais ce sont des femmes que j'interroge. Qu'est-ce qui les a menées, ces femmes, à ce qu'elles sont aujourd'hui? Moi, je pense que ma maman est... Bon, je suis ce que je suis par rapport à mon éducation. Voilà. Mais ma maman a toujours été une femme forte. Donc, on l'a toujours vue se battre. Et nous a toujours encouragés dans les études. Et donc, nous disait souvent que le premier mariage d'une femme, c'est d'abord son diplôme. Ah, phrase connue. Donc, voilà, je me suis battue pour. Et puis, voir les conditions dans lesquelles on a grandi, parce qu'on n'a pas grandi dans des conditions faciles. Mon père, comme il était arrivé avec des papiers diplomatiques, il n'était pas diplomate, il travaillait dans une ambassade, donc voilà, et comme je t'ai dit, il était chauffeur.
Donc, il y avait beaucoup de choses sur le territoire belge que mes parents n'avaient pas droit. Donc, on ne vivait pas dans de bonnes conditions. C'est quand on a pu quitter ces papiers diplomatiques et avoir les papiers belges que là, mes parents ont commencé à avoir une situation assez... un peu plus digne, un peu plus digne, qu'on a... Voilà. Et que je me suis dit, bon... Et ces conditions sont arrivées à mon adolescence, en fait, donc assez tard. Et donc, j'avais déjà des fréquentations. Tu sais, je t'avais dit le problème identitaire, où tu n'as plus envie de traîner avec les Blancs. Tu as envie de traîner avec des gens qui te ressemblent. Mais tes gens qui te ressemblent, ils font pas des trucs très cathos. Donc voilà, j'ai commencé à connaître un peu le monde de la nuit vers 15 ans, des trucs comme ça. Donc voilà. Ambiance. Voilà. Après, je me suis dit, bon, Irène, il faut quand même voir un peu qu'est-ce que tu veux faire. Et puis, j'avais des parents très sévères aussi. Et je me disais, bon, si tu déconnes comme les autres, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Refaire comme tes parents ont fait si tu fais des enfants dans les mêmes conditions? Je dis non. Et donc, j'ai choisi. Et tu as eu ce réveil-là à quel âge? Très tôt, parce que en fait, les filles que je fréquentais avaient 16, 17 et avaient déjà des enfants. Ah ouais. Donc, tu te dis, bon, Est-ce toi que aussi tu ça? t'amuses ou tu essaies quand même d'aller un peu plus loin et de rendre fiers tes parents. Ils le méritent bien parce que regarde comment ils souffrent. Donc, voilà. Et j'ai persévéré dans cette voie-là parce que ma grande sœur a eu un enfant très tôt, à 21 ans. J'ai vu un peu la déception de mes parents. Et je me suis dit, ouais, non, ils souffrent trop. Allez, de toute façon, c'est quand même pour moi et être dans de bonnes conditions. Et donc... Donc, ouais, voilà. C'est vraiment tes parents, oui, ils t'ont inculqué ce goût d'étudier, travailler, mais après, ils t'ont pas poussé quand tu étais ado. Ils t'ont pas, comment on dit, bousculé. C'est toi qui as vraiment fait la démarche. Parce que c'est pas eux qui m'ont dit fais la dentisterie, fais avocat, fais ministre. Non, mes parents, c'était juste il faut aller à l'école et il y a un diplôme, vous aurez un bon boulot, quoi. Ok. Mais ils nous ont pas poussés dans une voie ou l'autre. D'ailleurs, dans ma fratrie, on a tous des métiers complètement différents. Ok. Ok. Donc ça, c'est ton parcours un peu de l'enfance jusqu'à l'UNIF. Ensuite, tu fais tes études. Raconte un peu ton parcours à l'UNIF. Ça m'intéresse. Parcours à l'université. Là, je parle toujours de... Donc là, tu as déjà conscience que tu es une femme noire. Hein? Tu n'es plus une blanche parce que jusqu'à tes 15 ans, c'est ce que tu étais. Non, mais j'ai facile à m'intégrer dans ce milieu, dans le sens que je suis née dedans. Donc, je connais tous les codes. Je sais facilement m'intégrer dans tous les systèmes, en fait. D'accord. Donc non, à l'université, la question ne se pose pas, c'est pas un sujet. Non, je sais comment il faut danser si je suis qu'avec des blancs, je sais comment je dois me comporter quand je suis qu'avec des noirs. Voilà, donc tu connais les codes et tu fais avec, même encore aujourd'hui. Hein, donc, tu sais, quand tu arrives et que tu as que ta communauté, tu parles autrement que quand tu es entouré que de blancs. Donc, tu t'adaptes. Oui, donc en fait, pour toi, ça n'est jamais vraiment un sujet d'être une femme noire. Parce que, où que tu sois, tu sais retomber sur tes pieds. La seule chose que je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est par rapport à une situation, par rapport au système belge que j'ai senti du racisme. Mais dans la connexion avec les personnes, je n'ai aucun problème. Je m'adapte très très bien. Je n'ai pas de problème de relation humaine. Non, mais c'est bien. Et donc, tu finis l'UNIF. Tu te lances dans ton métier. Tout à fait. Et comment ça se passe? Je n'ai jamais eu, en tout cas, de problème de racisme dans mon métier. Oui. En tout cas, pas en direct. J'ai déjà entendu, par exemple, par mes secrétaires,
du style, ah ben comme ils ont appris que vous étiez noir, ils n'ont pas pris rendez-vous. Mais je n'ai jamais eu une confrontation avec un patient qui est surpris de me voir noir et qui, non, pas du tout. Donc dans mon métier, ça se passe assez bien. En tout cas, je n'ai pas ce problème-là. Tu n'as pas ce problème-là, mais tant mieux, tant mieux. Hein. Moi, tu vois, les invités ont toujours des... Au contraire, ils sont même étonnés que je suis très intégrée et que je connais parfois mieux des choses belges que eux. Mais bon, voilà. Dont notamment, comme je te disais, le néerlandais, que je sais valser d'une langue à une autre. Je suis plus aussi parfaite bilingue qu'avant parce que maintenant, ça fait 12 ans que je suis en Wallonie et que voilà... Et que c'est vrai que en famille, on parle français. Même avec les neveux, quand on arrive en famille, on parle français. Donc, c'est plus une langue que je suis vraiment confrontée. Mais voilà. Ok. Alors, j'allais te demander, parce que dernièrement, tu m'as envoyé un message au sujet d'un projet. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, bien sûr. Parce que oui, ça m'intéresse de voir un peu justement ce que les invités font à côté de leur vie carrée et conforme. De voir toujours qu'à côté, on a un petit truc comme ça qui se passe. Et donc, est-ce que tu peux me parler de ce projet? Eh bien, écoute, le Covid... Ce Covid a fait des choses. Ce Covid nous a rappelé en fait qu'on était très peu de choses sur cette terre et que du jour au lendemain... on peut partir comme ça. Donc, ça te ramène à, c'est bien de travailler, d'être carriériste, mais est-ce qu'on profite de sa famille? Est-ce qu'on profite des loisirs? Voilà. Et un de mes manques, en tout cas moi, c'était l'Afrique. Donc, comme tu le sais, là, maintenant, je deviens globe-trotteuse africaine. Je suis pour la Black Excellence. Ah, moi, je te suis. Donc, mes sous de vacances partent en Afrique. Et il se trouve que là, dernièrement, j'ai été au Bénin pour la première fois. Donc, j'ai déjà fait d'autres pays africains. Mais concernant mes origines béninoises, je ne les ai découvertes que cette année à 38 ans. Et donc, en partant au Bénin, j'ai découvert une belle culture, j'ai découvert plein de belles choses. Et donc, notamment, tout ce qui touche au tissu, au savoir-faire béninois, sur la confection de vêtements et tout ça. Et donc, voyant que c'était intéressant et que moi, ça m'a plu, je me suis dit que d'autres personnes pouvaient être intéressées ici en Belgique. Donc, j'ai rapporté plein de petites choses à vendre, à faire découvrir aux autres. Et donc, je fais une petite vente ce week-end. Voilà. J'espère pouvoir vous faire découvrir, c'est encore en pourparlers, vous faire découvrir d'autres stands africains parce que je suis vraiment pour la Black Excellence et faire vraiment découvrir que notre génération, on est capable de plein de choses. Et que ce qui est chez nous est magnifique, vraiment magnifique. Et donc voilà, que ça parte des plantes, que ça part d'accessoires, que ça part de vêtements, que ça part... Voilà. Donc, tu veux vraiment mettre la lumière sur le savoir-faire. Voilà. Et dire que en Afrique, il faut qu'on arrête de toujours se minimiser. On est capable de grandes choses et il faut se valoriser. Tu sais, c'est comme nous-mêmes. Comme on dit, il faut s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Donc, aimons l'Afrique, valorisons l'Afrique. Comme ça, les gens vont aimer l'Afrique. Vraiment. Et par rapport à mon premier métier, qui est mon seul métier officiel en vrai, quand je suis partie à Kinshasa, que j'ai été voir des dentistes sur place, j'avais honte d'être dentiste. Parce qu'ils étaient capables de faire des choses que moi, je ne suis même pas capable. Avec toutes des technologies que tu as. Avec une petite chose, ils savent faire énormément. Nous, on a toujours, il me faut ça. 36 000 trucs. Pas de localisateur d'Apex. Voilà, on fait rien. Et en Afrique, ils sont capables de faire des choses franchement incroyables. Incroyables. Et ça me fait vraiment mal au cœur qu'ils ne soient pas valorisés là-bas.
Donc ta démarche, c'est vraiment de mettre en lumière ce que tu as découvert. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et même pour te dire que j'ai comme projet l'année prochaine de faire l'EODEC. Tu connais l'EODEC? Bien sûr, avec Thierry Charles. Oui, qui est... j'avais déjà été, quand j'ai été au Bénin, je suis passée par le Togo. Donc j'ai été voir l'Institut. Et donc cette année, j'espère le faire, l'année 2023. Passer un petit séjour. Et je suis sûre que je vais apprendre de praticiens... encore des manières de m'améliorer. En fait, on a souvent cette tendance à être autant arrivé en Afrique et dire « Ouais, moi, je viens de l'Europe, nous, on connaît. » Et avec beaucoup d'humilité, on m'a remis à ma place et on m'a montré qu'en fait, c'est eux qui ont énormément de choses à m'apprendre et que moi, j'avais juste à m'asseoir et regarder. Ok. Il faut avoir cette humilité-là aussi. Hein. Voilà. Parce que parfois, on a peut-être l'esprit du colon, nous, tout à fait. La diaspora. Et la première fois que j'étais en Afrique, notamment quand j'avais 15 ans, je suis arrivée avec cet esprit de colon. Et je l'ai perdu quand j'ai été la dernière fois à Kinshasa, j'avais 25 ans. C'est là que je me suis calmée. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, les réalités du terrain, parce que en fait, quand j'ai terminé l'école, en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais le projet de partir en Afrique. D'aller vivre? Oui, d'aller vivre en Afrique. Pourquoi? Parce que quand j'allais à Kinshasa, on me faisait voir que la belle vie. Tu sais, t'arrives. D'accord. Ouais. Alors moi, dans ma tête, Kinshasa, c'est la belle vie. Tu allais en vacances. Ouais, voilà. C'était les vacances. C'était les vacances. Et puis, on te fait voir que les bons côtés des choses. Mais quand après, j'ai été pour voir comment m'installer, que j'ai vu la réalité des choses, je suis vite revenue et j'ai dit non. La vie n'est pas si mal en Belgique. Je ne serais pas capable. En tout cas, je n'avais pas les épaules à cette époque-là pour le faire. Ok. Voilà. Et tu penses que tu auras un jour les épaules pour le faire? C'est quelque chose qui te tente toujours? Oui, en tout cas, moi, je suis une vraie opportuniste. Hein. C'est-à-dire que si les opportunités se présentent, pourquoi pas? Et puis, entre guillemets, pour certains, c'est un malheur. Pour moi, ce n'est pas un malheur. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Donc, il n'y a rien qui me retient. Et puis, en Europe, ici, mes bases sont assurées. Donc, voilà. Tranquille. Voilà. Mais justement, on en arrive à ma question suivante. C'est comment est-ce que tu vois l'avenir? Encore une fois, je vais revenir au Covid, mais je n'ai pas de projet. Je me laisse porter. C'est vraiment, je vais pas dire au jour le jour, mais je dirais année par année. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant le Covid, où j'avais des projets qui partent. Mais j'ai tout annulé, j'ai recommencé à zéro et je me laisse porter. Ok. Voilà. Donc ça, c'est en général en tant que personne. Mais est-ce que, donc quand je dis comment tu vois l'avenir, donc il y a vraiment l'être humain. Comment est-ce que tu vois l'avenir en tant qu'être humain? Mais je me permets d'insister sur comment en tant que femme tu vois l'avenir, comment en tant que femme noire tu vois l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un sujet, ou est-ce que tu te dis toujours, moi, c'est une globalité En tout cas, comme j'en ai déjà discuté avec toi, la place de la femme noire, pas en Europe, mais dans le monde entier, s'est développée à une allure importante. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, moi je trouve que la femme est beaucoup plus émancipée qu'il y a 30 ans. Donc on voit des femmes entrepreneuses un peu partout, on voit musulmanes, catholiques, voilà. Mon problème, c'est que dans tout ça, dans l'émancipation de la femme, c'est que l'homme s'est un peu perdu. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est la femme qui porte le monde. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment... On peut se reposer qu'entre femmes. Je ne vais pas dire que les hommes n'existent pas, mais j'ai l'impression que quand il s'agit de porter les choses, on sait plus se reposer sur une copine qui est une warrior comme nous, sur une sœur qui est une warrior comme nous, que plutôt trouver une image de mec qui... dans notre génération, parce que la génération de nos papas, il y a quand même des vrais warriors, mais dans ma génération et des générations en dessous, j'ai l'impression que vraiment c'est la femme qui porte. Les hommes se sont perdus parce qu'on a tellement revendiqué notre place qu'on a pris vraiment beaucoup de place.
Voilà. Et je ne dis pas qu'il faut regresser, hein. Je dis simplement qu'il faut, en tout cas, dans les mamans qui se font, essayer de pousser aussi les garçons vers ce combat que nos parents nous ont donné. Parce que tu sais, je regarde un peu autour de moi, toutes les filles qui sont des warriors comme nous, j'ai l'impression que la maman et les grands-mamans avaient tellement souffert d'être sous l'emprise des hommes qu'elles laissaient un peu les garçons errer. Oh, c'est un garçon. Et se focalisaient sur l'éducation des filles. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, en tout cas, dans mon entourage, comme je te disais, des garçons warriors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins que des femmes warriors. Ouais. On se disait même que quasiment toutes les femmes qu'on fréquente sont des vraies guerrières. Des vraies guerrières qui sont bien dans leur vie, posées. En tout cas, pour celles que je connais ici en Europe, qui ont pris vraiment le meilleur des deux mondes. Voilà. Mais, et que ce soit dans toutes les nationalités, franchement, ici, je sais qu'on est centré sur Afro-PN, mais tu es libre. Moi, pour moi, même les femmes des autres cultures, voilà. On le voit rien que par le nombre de mamans célibataires qu'il y a. De plus en plus. Tu vois ? Donc, les femmes n'ont plus peur d'affronter la vie toute seule. Ce qui n'était pas le cas des grands-mamans. Ah, si on me laisse mon mari, comment on va faire avec les enfants Ici, on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas envie d'être mal accompagné. On va se débrouiller avec nos enfants, que l'homme soit là, qu'il soit pas là, voilà. Et ça, c'est toutes les classes, hein. Tu vois, maman célibataire, ça regarde pas médecin, ça regarde pas docteur, ça regarde pas... Toi qui oses dire haut et fort, pas marié, pas d'enfant et rien à cirer, je m'imagine. Ah oui, ça aussi, c'est un discours qu'on entend vraiment... Et je ne veux pas dire de plus en plus, parce que les gens ont encore très peur de le dire, mais ça s'entend. Mais non, en même temps, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais je vais pas mentir que... Non, oui, c'est la vérité, mais c'est pas la première fois que je t'entends dire, et quand tu le dis, t'es pas en mode... Non, je vais pas pleurer. Tu le vis très bien, et je le vis très bien. Tu connais Rokhaya Diallo? Oui. C'est le même discours. Et moi, je connais d'autres femmes, mais je me dis, moi, quand j'étais petite, ça se disait pas. Personne disait. Je sais pas parce que je faisais pas attention, c'est pas ma préoccupation. Non, ça, quand j'étais jeune, je m'occupais de ma life. Est-ce que le garçon là, il veut bien sortir avec moi? Voilà. Donc, non, j'étais pas... je faisais pas attention. J'étais même pas dans le féminisme. Déjà, pour te dire, moi, dans ma tête, c'était 25 ans, je suis mariée, j'ai des jumeaux. C'est vrai. Ah ouais. Moi, j'avais déjà... j'aurais jamais pu deviner que j'aurais un parcours donc ça a pareil. quand même été un projet à une époque. Bien sûr, parce que tu es éduqué dans le fait que tu vas à l'école, après l'école. On est conditionné. Oui, tu étudies, que tous les hommes vont venir à toi, que tu n'auras qu'à choisir ton mari. Mais c'est ça que je dis, quand tu es petit, ça se dit pas parce que tu es conditionné à faire ce chemin-là. On n'imagine même pas qu'on va faire autre chose. Moi jamais. Et même... me dire qu'une femme à 30 ans n'est pas mariée, c'était pas imaginable à l'époque, mais je me suis jamais dit non, moi je serais rebelle, c'est moi d'abord, c'est la vie qui s'est imposée à moi en me donnant pas le choix. Donc comme je t'ai dit, mon enfance a été tellement pas difficile, mais on a manqué de tellement de choses que je n'ai pas envie de me brimer, comment on peut dire en français, de devoir sacrifier des choses juste pour pouvoir être mariée ou avoir des enfants, quoi. Ok. Non. Ok. Et si j'ai des enfants, je veux qu'ils voient que je suis heureuse, qu'on peut être heureuse et qu'on n'est pas là par dépit, Mes parents se sont battus pour que nous, les enfants, nous soyons heureux, nous vivions en liberté, qu'on puisse, Parce que moi, mes parents ont vécu le vrai racisme des années 70 des Belges, où il faut se cacher, où dès qu'on t'arrête, on vous demande les papiers, sans motif et t'as rien à dire. Aujourd'hui, tu peux confronter un policier, Violence tu policière. peux même l'insulter, mais moi, à l'époque de mes parents,
T'essayes, tu reprends l'avion et voilà. Donc ils ont vraiment vécu ce qu'on voit dans les films aux États-Unis dans les années où les Noirs cherchaient à avoir des droits, quoi. C'est juste. Assis au fond du bus. Je vais pas dire que c'était jusque-là, mais quand ma mère me racontait, c'était presque ça, quoi. C'était chaud. Ouais, les années 70, quoi. Ouais. Oui, t'es encore jeune. Ok, bah écoute, franchement, pas mal. Dis-moi, est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune fille qui t'écoute en ce moment? J'ai peur de cette question. Non, pas du tout, mais... non, tu vas voir, c'est une très chouette question parce que j'ai toujours des réponses incroyables. C'est dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé, un fil conducteur, quelque chose qui t'a aider à traverser les étapes, ou alors quelque chose que tu n'as pas eu, que tu as connu sur le tas et tu te dis, ça, j'aurais vraiment aimé, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un mantra, ça peut être... Alors moi, encore une fois, je vais revenir sur mon éducation. Aujourd'hui, avec l'âge, je ne regrette rien du tout parce que je suis fière de la femme que je suis et je sais que je suis ce que je suis par ce que j'ai vécu. Oui. Donc, moi, en tout cas... Ce qui m'a aidé dans la vie, c'est ma maman et la foi qu'avait ma maman. Ok. Et qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, je vivais ma foi à travers ma maman. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour parler à Dieu, je passais par ma mère. En pensant que Dieu allait plus entendre ma mère que moi, tu vois. C'est mignon, ça. Bon, malheureusement, elle n'est plus, donc maintenant, il faut faire la communication directe. Mais donc, on ne va pas dire que j'ai été une fervente croyante, mais je savais que Dieu était là. Et pour moi, mon Dieu sur terre, c'était ma maman. Ok. Voilà. Ok. Un peu chez les catholiques, le saint par qui on doit passer pour obtenir les grâces de Dieu. Dès qu'il y avait un truc, dès qu'il y avait un examen qui allait pas, j'appelais « Maman, il faut prier pour moi !» Donc, je priais pas moi-même. J'appelais ma mère, je disais « Maman, prie !» Et puis, voilà. Donc, pour te dire, je sais que Dieu existe. On a toujours... d'ailleurs, on nous obligeait à aller le dimanche à l'église, même quand tu venais de revenir de boîte. Elle le faisait, on dirait, comme une punition. Moi, je t'ai pas envoyé sortir à l'église. Donc, nous, c'était une obligation. Voilà. Mais on va dire que vraiment, ma foi chrétienne, je l'ai développée en devenant adulte, quand j'ai quitté chez mes parents, quoi. Voilà. Mais sinon, pour moi, la foi passait par... Par maman. Ouais, par maman. Donc, on va dire que ce qui m'a guidée, c'est la religion et ma mère. Ok. Voilà. Ok. Bah, écoute, moi, je trouve ça très, très chouette. Donc, je ne sais pas trop quoi conseiller aux jeunes filles. Écoute, je ne suis pas très lecture, je ne suis pas très musique. Pas je besoin. Suis pas, voilà. Pas besoin. Que tu me dises avec sincérité, ce qui t'a vraiment... tenu tout ce temps, et c'est très chouette. Et c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta sincérité, merci beaucoup pour ton partage. Que je partage tout et ça. Je suis certaine que tes paroles vont toucher quelqu'un qui avait besoin de les entendre. J'espère, en tout cas. Oui. En tout cas, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Au plaisir. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!